Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire portant sur la protection sociale et visant à nous aider ou à vous aider pour trouver les stratégies qui vous permettront d'en faire un vrai levier pour renforcer votre politique RH. Je suis Christophe Chapala, directeur de développement commercial du groupe ProBTP. J'ai la chance d'être accompagné par Magali Minet de Privissima. Bonjour à tous. En quelques mots, ProBTP Group est le groupe de protection sociale dédié aux professionnels du BTP et de la construction. Nous couvrons à peu près 3 millions de personnes, tant des salariés, des retraités, des artisans et des entreprises. Nous intervenons tout au long de la vie de nos assurés en proposant des solutions de santé, de prévoyance, de retraite et d'épargne. Donc encore une fois, merci pour votre présence. Alors, la protection sociale, Magali, nous sommes souvent en contact des entreprises. La majorité de nos entrepreneurs nous disent aujourd'hui que c'est un vrai labyrinthe, ils sont complètement perdus. Il y a des aspects réglementaires, des minima, des accords de branche, des garanties minimum. Est-ce que vous pouvez nous éclairer dans ce labyrinthe? Qui plus est, on est dans un système où sur des sujets qui défraient l'actualité en ce moment. Totalement. On va essayer effectivement tous ensemble d'y voir un peu plus clair. Et comme le dit Christophe, on est dans un contexte un peu bousculé, on va dire. Et là, c'est vrai que vous, chef d'entreprise, vous êtes avec votre entreprise un endroit où vous pouvez quand même sécuriser encore vos salariés, et notamment sur la protection sociale. Et je pense qu'ils vont être d'autant plus en attente, c'est important. Alors, comment effectivement sécuriser et optimiser les couvertures de protection sociale d'entreprise? Il y a plusieurs étapes. Et la première, c'est d'informer. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que vous avez une vraie méconnaissance. On en parle beaucoup de tous ces sujets, retraite et tout, mais en réalité, vous avez une méconnaissance des salariés sur les garanties dont ils peuvent bénéficier et surtout qui les finance. Donc il faut déjà informer. Il faut sécuriser, et ça, c'est dans l'intérêt de l'entreprise au sens large. De vous, chef d'entreprise, bien évidemment, parce qu'à mettre en place des couvertures, autant que je le fasse dans les meilleures conditions en respectant le cadre légal et conventionnel. Et c'est important, évidemment, pour les salariés d'être sûrs que leur employeur a pris un bon partenaire qui leur offre les prestations auxquelles ils ont droit de par leur convention collective. Donc, informer, sécuriser. Et une fois que c'est fait, vous avez un financement de ces couvertures qui sont faites. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir au moins le valoriser. Donc le valoriser, il faut bien pouvoir expliquer à vos salariés quel est l'avantage que vous leur amenez par l'entreprise en mettant en place au sein de votre entreprise ces couvertures. Ce sont des couvertures qu'ils ne pourraient pas avoir à ce niveau-là et dans ces conditions-là à titre individuel. Ça, il faut bien pouvoir leur expliquer. Et enfin, dernière étape, on peut les optimiser, ces couvertures. Il y a parfois des obligations pour vous, chef d'entreprise, et c'est ce qu'on va voir dans le déroulé de cette réunion que l'on a ensemble, mais on a des techniques pour les optimiser. Alors pour ça, il faut être bien accompagné. Donc là, avec nos autres qui nous reçoivent en ligne ce matin, je sais que je vous laisse en toute confiance avec des bons professionnels, parce qu'il y a divers leviers que vous pouvez utiliser, et là, il faut quand même avoir des professionnels pour vous expliquer quels sont ces leviers. On va voir dans un second temps quels sont ces leviers. Je vous rejoins sur le fait d'être bien accompagné, mais donc moi, chef d'entreprise, je dois m'informer sur mes obligations, me sécuriser par rapport à ces obligations, les valoriser auprès de mes collaborateurs et dans un dernier temps, chercher à les optimiser. Comme nous l'échangeons il y a quelques instants, nous sommes cependant sur des sujets de protection sociale et de financement du régime de protection sociale qui défraient l'actualité. Oui. Alors là, effectivement, on est dans un contexte assez mouvant, plein de turbulences. Et donc, déjà, la première chose pour aider vos salariés, c'est distinguer ce qui est protection de base et protection complémentaire, c'est-à-dire que vous souscrivez au sein de l'entreprise. Alors, pour ce faire, on vous a fait un petit schéma que vous avez sur vos écrans qui essaie de résumer la situation. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de protection sociale? On parle de divers risques, de diverses prestations à couvrir. La santé, la prévoyance, la retraite. Et là, le premier acteur de financement, c'est vrai, c'est la sécurité sociale. Là, on est d'accord. Mais déjà, il vous faut aider vos salariés, parce que quand vous leur parlez de santé et prévoyance, parfois, il y a un amalgame. Vous demandez à un salarié, est-ce que vous êtes bien couvert en prévoyance? Il peut vous répondre, Christophe, ouais, j'ai une bonne mutuelle, c'est ça. C'est ça, c'est souvent le cas. Alors déjà, le terme est inapproprié, c'est une complémentaire santé, et là, c'est un mélange entre deux choses. Donc il faut dire, alors stop, tu as d'une part
ce qu'on appelle les frais de santé, c'est-à-dire les remboursements de soins. Je vais chez mon médecin, je vais chez mon pharmacien, donc j'ai des coûts. Et là, la sécurité sociale m'en rembourse, mais pas tout, une partie. Et cela, j'en bénéficie même si je n'ai pas une activité professionnelle. Toute personne qui réside en France de façon stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé par la sécurité sociale. Mais j'ai toute une partie qui reste à ma charge. Et là, vous, entreprises, vous devez bien le savoir, puisque depuis 2016, quel que soit votre secteur d'activité, vous avez une obligation de proposer une complémentaire santé d'entreprise à l'intégralité de vos salariés pour le remboursement de tous ces frais. Donc là, déjà, votre rôle est indispensable. D'abord, c'est une obligation, et c'est une obligation que l'on peut rendre au mieux, on va voir comment. Le pavé central, qui est la prévoyance, on va s'arrêter un peu là-dessus, parce que ça, c'est le plus méconnu, et en fait, c'est le plus important. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quand j'ai une activité professionnelle, en général, c'est pour toucher un revenu. Et le problème est que quand je m'arrête de travailler suite à accident, suite à maladie, j'ai une perte de revenus. Et là, l'important est de savoir ce que je vais percevoir pour maintenir mon train de vie et celui de ma famille. Si j'ai un arrêt temporaire, est-ce que j'ai des indemnités journalières à sécurité sociale? Et ça, c'est un premier point. Si jamais, hélas, suite à cet accident ou à cette maladie, ma capacité de gain, de gagner ma vie est durablement diminuée, est-ce que je vais recevoir une pension d'invalidité? Et le dernier cas, le plus lourd, si je disparais, est-ce que ma famille va recevoir des sommes suffisantes pour au moins financièrement arriver à passer le cap et à maintenir son niveau de vie? Ça, c'est vraiment le point central et c'est le plus méconnu. Et c'est sur ces garanties-là qu'à titre individuel, c'est beaucoup plus difficile de se couvrir. Et là, heureusement, vous avez le deuxième niveau, qui est la prévoyance collective complémentaire, dans lequel vous, chef d'entreprise, vous allez jouer un rôle très important, parce que vous allez choisir des garanties, ou au moins prendre celles que la Convention vous oblige de prendre, et vous allez apporter vraiment une protection totale à ce niveau-là. Donc, première différence, santé et prévoyance. Et la dernière phase, c'est la retraite. Là, on en a pas mal entendu parler. Et vous voyez, vous avez vos salariés qui ont dû vous parler, qui se préoccupaient de ce qu'ils allaient toucher dans 5, 10 ou 20 ans. Et certains ont dit, ouais, mais j'ai fait un bilan retraite, je ne vais pas toucher grand-chose. Et ce qu'il faut leur dire, c'est très bien de faire un bilan retraite. Ça, c'est important de la préparer. Mais tu regardes ce que tu vas toucher si tu t'arrêtes dans 10 ans. Qu'est-ce que tu vas toucher si tu t'arrêtes demain parce que tu as un accident ou une maladie? Et ça, c'est la prévoyance. Donc, bilan retraite, très bien. Bilan prévoyance, c'est important. Et la retraite? Et la retraite, pour les vieux jours, c'est tout aussi important. Donc on voit bien que c'est complémentaire. Ça vient en complément du régime de base. Assurer le complément de reste à charge dentaire. Assurer, ce qui est tout aussi important, les revenus en cas d'arrêt de travail. Et préparer ces vieux jours avec une bonne retraite. Pour autant, nous le savons, l'ensemble de ces régimes aujourd'hui sont déficitaires. Alors effectivement, pour vous l'illustrer encore mieux avec Christophe, on a cherché un schéma qui est tout en rouge, qui est parlant. C'est tous les déficits de la sécurité sociale sur toutes les années passées. Alors vous voyez, c'est pas brillant. Alors il y a eu une période particulièrement catastrophique, c'est celle du Covid, où effectivement, là, toute l'économie s'est arrêtée et il y a eu beaucoup de dépenses de santé, donc il y a eu un déficit très important. Et vous voyez que ça a du mal à remonter, c'est-à-dire que tous les ans, la sécurité sociale au sens large, elle perd de l'argent. Et le tableau à côté, c'est un tableau qui est issu de la Commission des comptes de la Sécurité sociale et c'est très récent, hein, c'est les derniers chiffres du mois de juin et qui vous démontrent que ce n'est pas brillant. C'est pas brillant et la branche maladie, hein, par exemple, celle dont nous allons parler pour la protection qui nous intéresse, on voit qu'en 2025, on estime que la perte sera de 16 milliards. La branche vieillesse, donc la retraite, là, vous voyez, qui a aussi des déficits qui tournent entre 5, 4, 6 milliards selon les années prévues. Et ça, c'est en prenant en compte la réforme des retraites qui a été votée, hein, qui est passée, qui est normalement applicable. Donc, la situation de la sécurité sociale est très difficile. La seule branche que vous voyez qui n'est pas en rouge, c'est la branche famille, mais ce n'est pas non plus une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a moins d'enfants. Et donc là, comme nous avons des régimes de retraite par répartition, ce n'est pas bon signe non plus d'avoir moins d'enfants actuellement. Mais tous ces déficits, en plus, ça veut dire que tous les ans, il manque de l'argent pour payer les prestations en cours. Mais c'est des déficits, et tout ça, ça s'accumule dans une dette. Et la dette
globale à la fin de l'année 2024, qui était prise en charge par la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, elle s'élève quand même à 138 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Et comme il y a d'autres déficits qui arrivent, c'est l'URSSAF qui est en train d'en récupérer. Donc, la Cour des comptes elle-même, elle a dit que là, on arrivait à une impasse de financement. Et c'est là où on va faire vraiment la différence. Vous avez une sécurité sociale qui est en grande difficulté économique, et à côté, nous avons nos amis de la santé, prévoyance et retraite supplémentaires qui, eux, sont tenus à des règles de solvabilité, n'est-ce pas Christophe? Vous ne pouvez pas faire du déficit. Ces règles de solvabilité, nous ne pouvons pas être en déficit. Nous sommes tenus d'avoir, entre guillemets, dans le tiroir caisse et dans nos fonds propres, de quoi couvrir l'ensemble des risques qui se matérialisaient aujourd'hui. Donc c'est l'obligation d'assureur d'avoir à peu près 2 ans de provision. Donc on voit que si ces régimes ont le mérite d'exister, leur financement est plutôt difficile. Et l'une des solutions qui a été mise en œuvre ces dernières années, c'est notamment de transférer des garanties ou des régimes qui étaient pris en charge vers les complémentaires. Alors, exactement. Ça, c'est ce que l'on va voir en regardant un peu risque par risque. Sur la santé, la sécurité sociale, c'est vrai, vous rembourse une partie, mais il est indispensable d'avoir une complémentaire santé. On prend un exemple sur le dentaire, qui est un poste qui coûte quand même assez cher. Jusqu'en 2023, la sécurité sociale, en fait, est remboursée, quand vous aviez des dépenses chez votre dentiste, est remboursée à hauteur de 70% de vos dépenses. Et puis, vu l'état des finances, elle a dit, en fait, on va en transférer sur les complémentaires santé. C'est-à-dire qu'on ne va plus rembourser, nous, que 60%. Et nos amis des complémentaires santé, nous avons un éminent responsable à notre table, lui, il a des contrats que l'on appelle des contrats santé dits responsables. Ça veut dire qu'ils ont une obligation, c'est de prendre ce différentiel entre la base de tarifs de frais dentaires que vous avez eu à payer et ce que vous rembourse la sécurité sociale. Ce différentiel qu'on appelle le ticket modérateur, les contrats responsables doivent entièrement l'assumer. Donc, quand la base tombe à 60, ça veut dire que le différentiel qui était de 30 passe à 40%. Et ça, c'est quoi? C'est 500 millions d'euros qu'en 2023, la sécurité sociale a transféré vers les complémentaires santé. C'est une jolie passe arrière avec un ballon qui, quand même, pèse très lourd, 500 millions d'euros. Puis, c'est pas qu'une fois. Non, 500 millions d'euros, c'était la première année, forcément, comme c'est inscrit. Maintenant, on va l'avoir un peu tous les ans. Qui plus est, le rapport de l'adresse sur les contrats responsables a rajouté le fait que le transfert de ces dépenses était beaucoup plus important. Alors tout à fait. Là, on va vous donner une précision. Vous avez dû en entendre parler du 100% de santé, ça doit vous évoquer quelque chose. Alors ça partait d'une bonne idée. C'était de dire que sur des risques, des soins très coûteux, je pense au dentaire, évidemment on en a parlé, l'optique aussi, ou les audioprothèses, vous aviez des renoncements de soins de patients qui n'avaient pas la possibilité de les payer. Et du coup, en fait, l'État a mis 3 acteurs autour de la table, lui-même, en disant sur ces postes-là, on veut un peu améliorer nos remboursements. Les professionnels de santé concernés, les opticiens, les dentistes et les audioprothésistes, on va leur dire sur certains équipements de limiter leur prix ou leurs honoraires pour les dentistes. Et à nos amis des complémentaires santé, on va leur dire, là, il faut qu'il y ait 0 reste à charge. Il faut que, en fait, vous remboursiez la totalité de la différence entre ce que rembourse la Sécu et les prix planchers qu'ont bien voulu accorder ces professionnels de santé. Tout le restant, c'est pour vous, quel que soit le niveau de garantie que vous avez choisi du moment que votre contrat est responsable. Et donc, ça, c'est une charge très importante. Et quand ils ont lancé ce dispositif, cette réforme, ils ont dit, c'est quand même pas une raison d'augmenter les cotisations parce qu'en fait, nous, Sécurité sociale, on en prend une grande partie à notre charge vu qu'on améliore les remboursements de base. Et en fait, quelques années après le lancement, ça a démarré en 2019, le lancement de cette réforme, donc là, quelques années après, la direction des études de statistiques dont parlait Christophe, là vous avez en fin d'écran la petite phrase, elle reconnaît que ce sont bien les complémentaires santé qui sont les premiers financeurs sur ces 3 postes qui sont l'optique, le dentaire et les audioprothèses et que les organismes ont remboursé 2 milliards d'euros de plus pour ces postes de soins concernés, soit une hausse de 30%. Donc vous voyez, c'est un joli transfert qui a été fait vers les complémentaires santé. Donc un transfert on définit un minimum de garanties sous lesquelles nous ne pouvons pas aller et ensuite on désengage de plus en plus
le régime obligatoire vers les complémentaires. Donc ça, c'est pour l'aspect santé, mais il y a aussi une baisse des indemnisations sur les indemnités journalières de mémoire. Alors tout à fait, ça c'est le deuxième gros risque dont on parle, c'est-à-dire la prévoyance. Donc là, j'ai un salaire et puis suite à un accident ou à une maladie, je le perds. Que me donne la sécurité sociale? Alors d'abord, je vais commencer par le risque le plus lourd. Je perds le salaire parce que là, je perds la vie. Donc là, ma famille, elle a droit à quoi de par la sécurité sociale? Elle a droit à presque rien. Elle a droit à un forfait qui est un chouillard valorisé tous les ans, qui à ce jour est inférieur à 4 000 euros, 3 977 euros pour être précis, c'est même pas des frais d'obsèques. Donc là, le risque le plus lourd, vous n'avez quasi aucune protection par la sécurité sociale pour sécuriser la famille. Ensuite, j'ai une maladie ou un accident qui m'a grandement amoindri ma capacité justement de gagner ma vie. Donc là, ça veut dire que je suis en invalidité. Et j'ai divers degrés d'invalidité, première, deuxième, voire troisième catégorie. Mais même l'invalidité première catégorie, c'est quand même que ma capacité de gain a été diminuée des 2/3. Et dans ce cas-là, que me donne la sécurité sociale? Elle me donne 30% de mon salaire et encore plafonné. Donc j'ai 2 000 euros de revenus par mois. Je tombe en incapacité première catégorie, la sécurité sociale va me donner que 600 euros. Je suis en invalidité deuxième catégorie, donc incapacité totale de travailler, la sécurité sociale va me donner la moitié, 1 000 euros, pour vivre jusqu'à l'âge de ma retraite. Donc là, c'est extrêmement compliqué. Et en revanche, les risques moins lourds, j'ai une incapacité mais temporaire, je vais m'en remettre, mais en attendant, je vis de quoi? La sécurité sociale va me donner au grand maximum 50% de mon salaire, mais avec un plafonnement de mon salaire pris en compte qui, on va le voir, est rabaissé. Ça, donc, c'est le côté prestation de base de sécurité sociale. Et heureusement, côté droit de votre écran, il y a des solutions que vous, chef d'entreprise, vous devez ou vous avez décidé de mettre en place. Déjà, si vous embauchez un cadre, ou plusieurs, vous avez une obligation, quel que soit votre secteur d'activité professionnelle, de souscrire pour eux une prévoyance des cadres. Ça, c'est une chose. Ensuite, en fonction de votre secteur d'activité, vous avez les partenaires sociaux des branches qui ont pu négocier pour les cadres, mais aussi pour les non-cadres, des accords que l'on appelle de prévoyance complémentaire. Et là, dans vos secteurs, bâtiments, construction, n'est-ce pas, nous en avons des accords qui prévoient des garanties plus élevées, heureusement, pour compléter ces minima. Et le dernier point, c'est une obligation qui vous incombe à vous, employeurs, quel que soit votre secteur d'activité. Quand vous avez un salarié qui est en arrêt pour quelques jours, vous devez lui maintenir le salaire. Alors, vous avez un maintien qui est prévu par le Code du travail, et parfois, votre convention vous renforce un peu ces obligations. Ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire j'ai mon salarié qui arrête de travailler parce qu'il est malade. Moi, employeur, je dois lui maintenir son salaire pendant une période qui varie selon son ancienneté. Si il a une ancienneté au moins d'un an, je vais devoir lui maintenir son salaire pendant 60 jours, 30 jours à 90%, 30 jours les 2/3, sous déduction de la sécurité sociale. Si j'ai un ouvrier qui est chez moi depuis plus de 30 ans, je vais devoir lui maintenir son salaire pendant 180 jours, 90 jours à 90% et après les 2/3, sous déduction de la sécurité sociale. Et là, c'est ce dont vous parlez, Christophe, c'est que cette indemnité journalière de la sécurité sociale, eh bien, elle a encore baissé. Jusqu'à présent, vous aviez la sécurité sociale qui, en cas d'arrêt de travail, vous donnait la moitié de votre salaire, mais le salaire pris en compte, il était plafonné à un indice. Et cet indice était le plafond de sécurité sociale, dont je pouvais aller jusqu'à 64 euros. Déjà, il y a quelques années de ça, ils ont dit « ça coûte cher ». On rabaisse. On va plafonner au SMIC, à 1,8 fois le SMIC. D'accord? Ça veut dire qu'au grand maximum, j'ai la moitié de mon salaire, et mon salaire qui est plafonné, donc j'aurai au grand maximum 53 euros. Et là, 1er avril 2025, et là c'est en toute discrétion, hein, on n'en a pas trop parlé dans la presse, ils ont dit on descend encore, on plafonne à 1,4 fois le SMIC. Ça veut dire qu'au grand maximum, en cas d'arrêt de travail, un salarié a 41 euros et des poussières. Ça fait en gros 800 millions d'euros, c'est ce qu'a calculé le Centre technique des institutions de prévoyance, 800 millions d'euros qui sont renvoyés à nouveau vers les entreprises au sens large,
entreprise au sens large, c'est-à-dire vous, employeur, dans le cas du maintien de salaire, puisque vous assumez le différentiel, dans ce cas-là, votre différentiel est d'autant plus important. Nos amis des complémentaires en prévoyance, puisque là, c'est ce que vous disiez, Christophe, vous devez équilibrer les comptes. Nous devons équilibrer les comptes. Autant pour moi, j'ai oublié de vous préciser que si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le fil de ce webinaire. Effectivement, on voit qu'il y a eu un transfert du régime de base vers les complémentaires, 500 millions, 800 millions. Pour le groupe ProBTP, c'était à hauteur de 70 millions d'euros. On en a pris 40 sur nos fonds propres. Le reste a été impacté ou sera impacté dans le temps entre nous et nos clients. Mais on voit que le financement devient un enjeu. Et que l'un des enjeux pour l'entreprise, c'est de chercher à en optimiser le coût, parce que de toute façon, avec tout ce qu'on voit, il y aura une hausse inévitable des cotisations. Alors, ça, c'est pour l'aspect santé, pour l'aspect prévoyance, mais nous avons eu un gros sujet sur lequel nous avons énormément débattu, et qui revient et qui est toujours d'actualité, qui est aussi le financement de la retraite. Alors, tout à fait. La retraite, bon, ça... il y a une réforme qui a été passée, la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'elle a fait? On va vous la résumer en gros avec Christophe, parce qu'on ne peut pas revenir dans le détail. Mais tout ce que l'on a tous retenu, c'était que l'âge légal de départ en retraite avait été repoussé à 64 ans, donc en fonction des générations, mais on va arriver à 64 ans. Et le nombre de trimestres qu'il faut avoir validé pour avoir une retraite à taux plein, lui aussi, a augmenté plus rapidement que prévu, parce qu'il y avait déjà une réforme en cours, il passe à 172. Ça veut dire qu'en gros, à la retraite, on est sûr qu'on aura une diminution de ses revenus, là, le jour où ça s'arrête. Alors, en fonction de sa carrière et en fonction de son salaire, on aura une chute de revenus plus ou moins importante. On peut estimer qu'elle sera au minimum de 30% et ça peut dépasser les 50% si j'ai un salaire très élevé ou si j'ai une carrière qui a été, hélas, assez entrecoupée et que je n'ai pas validé le nombre suffisant de trimestres. Alors, là aussi, c'est, si vous voulez, le régime de base et qui est déficitaire, on l'a vu. Et c'est un régime, je précise, qui est par répartition. C'est-à-dire qu'actuellement, les cotisations qui sont prélevées sur les bulletins de salaire de vos salariés, ça sert à financer les actuels retraités. Et pour la retraite des salariés, ça sera les cotisations de leurs enfants ou de leurs petits-enfants qui vont servir à les financer. La répartition, c'est un bon système. Quand j'ai assez d'actifs qui cotisent pour les retraités, quand je n'ai plus que 2 ou même pas actifs qui cotisent pour un retraité, là, ça devient beaucoup plus délicat. Alors, certains savent bien gérer la retraite quand même par répartition, parce que vous avez la sécurité sociale et l'Agirc-Arrco, et l'Agirc-Arrco gère bien, ce sont des régimes qui sont en équilibre parce qu'ils ont su jouer sur les montants des cotisations, les revalorisations, voire un peu des malus si je partais trop tôt. Et ça reste quand même de la répartition. Vous avez la deuxième solution qui est sur l'écran, sur le côté droit, où vous avez toutes les solutions d'épargne salariale ou d'épargne retraite. Et là, en fait, ce sont vraiment des primes. Là, j'épargne pour moi. Quand je place sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite collectif, j'épargne pour moi, j'aurai des droits en fonction de ce que j'ai mis sur ce plan. Et là, ce n'est pas une dette future pour les générations. Alors, j'ai divers dispositifs, on va les revoir. C'est des noms qui s'appellent participation, plan d'intéressement, PE. Vous aviez aussi la prime de partage de la valeur. Vous savez, ça avant, ça s'appelait la prime Macron. C'est un peu la même chose qui a été aménagée. Et vous, au sein des entreprises, c'était une solution assez facile. Voilà, si j'ai réalisé un bon chiffre des bénéfices, je peux me dire, je distribue une prime de partage de la valeur. Elle est intéressante pour le salarié, surtout qu'il y a un cadre fiscal et social qui est avantageux. Mais là aussi, elle a commencé à être amoindrie un peu au niveau de ses avantages. C'est-à-dire que cette prime de partage de la valeur, depuis la loi de financement 2025, elle est prise en compte dans le calcul des réductions de cotisations patronales pour les bas salaires, inférieurs à 1,6 le SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où sur un salarié qui a un salaire assez faible, vous aviez des réductions de cotisations patronales, on intègre la prime que vous lui donnez, et donc du coup, vous pouvez avoir moins de réduction de cotisation. Donc, quelque part, la prime, on vous dit, elle est toujours exonérée de cotisation sociale. Oui, elle vous en fait perdre un peu sur le côté. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'orienter vers d'autres systèmes souples, et on le verra, tels les plans d'épargne retraite collectif. Magali, nous, on est pour l'entreprise dans un vrai labyrinthe. Il y a des obligations conventionnelles, des obligations
réglementaires, des obligations de prise en charge de la cotisation, des obligations. Il faut que ça assure que le contrat est responsable, qu'on n'aille pas en dessous, en tout cas, des prestations. Pour l'assureur ou le groupe de protection sociale que nous sommes, il y a un transfert du régime de base vers les complémentaires, qui est pour nous la même chose que pour les entreprises du BTP et de la construction, qui ont subi il y a quelque temps une hausse assez sévère des coûts de la matière première et qui ont cherché à préserver leur modèle sans trop l'impacter à leurs clients. Dans tout cela, comment est-ce qu'on peut faire de la protection sociale complémentaire un levier, un avantage pour renforcer ou valoriser sa marque employeur, baisser le turnover, recruter plus vite? Alors là, on a des solutions. Alors, ces solutions, elles sont faisables, elles sont techniques. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par des bons professionnels qui connaissent bien tous ces aspects-là. Et on va le regarder, si vous voulez, risque par risque. Alors, la complémentaire santé. Vous avez un écran qui est un peu dense, mais on va vous le résumer rapidement. Vous avez déjà, on est toujours dans la même logique avec Christophe. Avant tout, sécuriser votre entreprise. Et là, il est vrai que pour mettre en place des régimes d'entreprise, que ce soit santé ou prévoyance complémentaire, vous avez un certain formalisme à respecter. Alors, soit vous appliquez un accord de branche, mais vous voulez un peu l'améliorer, ou il n'y a pas d'accord de branche, du coup, il vous faut faire un acte de droit du travail qu'on appelle une décision unilatérale de l'entreprise. Ben là, il vaut mieux avoir des conseillers, alors ça peut être votre expert comptable, votre avocat en interne, ou au moins voilà, un partenaire qui est un bon pro et qui sait vous expliquer ce qu'il en est. Il faut respecter, dans ces régimes collectifs d'entreprise, un caractère qu'on appelle collectif obligatoire. C'est-à-dire que pour la santé, tous vos salariés doivent en bénéficier. Il ne faut pas en oublier. Donc là, c'est un critère important pour bénéficier au mieux d'un cadre fiscal et social avantageux. En revanche, vos salariés, ils ont quand même une marge de liberté. Ils peuvent dire « Ah non, non, mais moi, j'en veux pas parce que je suis couvert par mon conjoint qui travaille dans une autre entreprise et je prends plutôt sa couverture à lui. » D'accord, c'est ce que l'on appelle les dispenses d'adhésion. Je ne doute pas que vous ayez eu à les gérer dans vos entreprises. Ces dispenses d'adhésion, elles sont bien encadrées par la réglementation. Je ne peux pas l'accorder pour tous les cas. Et là, toujours pareil, rassurez-vous, si vous avez un bon conseiller et je ne doute pas que les conseillers pro-BTP sachent le faire et vous indiqueront dans quel cas peuvent jouer les dispenses. Ça, c'est la partie sécurisation du formalisme juridique au sens large, on va dire, pour bénéficier d'un cadre fiscal avantageux. Ensuite, je mets une couverture santé en place, mais qu'est-ce que je mets? Ben là, la loi, elle vous a imposé un plancher, un minima. Elle vous dit il faut que vos garanties respectent au moins voilà, tel panier de soins. Et là aussi, rassurez-vous, les complémentaires santé qui sont des bons professionnels, et pro-BTP particulièrement, ils ont leur contrat d'entreprise qui respecte ce socle minima, il n'y a aucun souci. Ce socle minima, il peut être fixé par la loi, il peut être fixé, c'est ce que vous voyez sur la droite de votre écran, par un accord de branche. Et donc, il peut décider d'avoir des garanties un peu supérieures ou des garanties autres. Donc ça, c'est les garanties. Deuxième obligation, c'est le financement. Vous, employeur, vous avez l'obligation de financer au moins 50% de cette couverture. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi en montant 50% de quoi? Mais ça dépend de la couverture que vous prenez. Si vous mettez en place une couverture de 40 € global, il faut que vous en financiez au moins 20 €. Si vous mettez en place une couverture de 100 €, il faut que vous en financiez au moins 50 €. Si vous en financez que 48, vous ne respectez pas votre obligation. C'est le principe. Principe légal. L'accord de branche peut un peu majorer aussi ce financement. Il faut regarder vraiment ce qui est prévu dans ce cas-là. Sécurisé, on voit des règles du formalisme, panier de soins, financement employeur, obligations conventionnelles. Ça fait beaucoup pour une entreprise qui court après les chantiers, les financements et aussi une entreprise ou un entrepreneur qui a une entreprise à faire tourner. D'où notre invitation à vous faire accompagner par les spécialistes de nos équipes qui prendront en charge l'ensemble de ces aspects. Ça, c'est les aspects minimums. C'est ce que je dois faire à minima. Maintenant, si je veux en faire un levier de différenciation ou d'attractivité pour mon entreprise, quels sont mes ressorts? Alors heureusement j'en ai, parce qu'effectivement c'est l'obligatoire, c'est un coût, ça c'est le côté que l'on voit de façon négative. Mais à financer, autant pouvoir le valoriser, en faire un avantage. Et là déjà on a vu, il faut informer, et vous pouvez effectivement le présenter ou l'améliorer. Alors déjà,
si vous respectez bien l'obligatoire, c'est déjà bien. Hein. Je veux dire, quand on met se limiter à l'obligatoire, c'est pas négatif. C'est déjà bien de respecter au moins l'obligatoire. Ça, c'est une chose. Mais vous pouvez aller au-delà. Et là, vous avez plusieurs leviers que vous pouvez étudier. Vous pouvez dire, bah, oui, mais vraiment, le panier de soins minimum, c'est presque rien. Il faut augmenter un peu les garanties. N'oubliez pas que le salarié, lui aussi, finance. Donc, s'il finance pour des garanties qui ne sont pas du tout suffisantes, je veux dire, il est insatisfait. Alors, c'est dommage. Il cotise, vous cotisez, c'est une insatisfaction. Autant opter pour un niveau de garantie acceptable, hein, budgétairement pour l'entreprise et financièrement pour le salarié qui participe, mais un niveau de garantie qui corresponde à ses besoins. Après, il faut regarder aussi si vous ne pouvez pas faire évoluer par garantie. Puis, vous avez une obligation de couvrir le salarié, c'est déjà bien, mais il y a une famille. Donc, il faut voir, est-ce qu'il peut aussi, par les garanties d'entreprise, protéger sa famille. Vous pouvez avoir des réflexions sur la structure de l'offre. Bon, d'accord, moi, chef d'entreprise, je mets en place un socle qui respecte l'obligatoire, mais est-ce que je ne peux pas offrir des options? Et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Le niveau de financement, 50% minimum obligatoire. Si je faisais mieux, comme ça, je pourrais me différencier. Et puis ensuite, qui je choisis comme partenaire? J'ai ma liberté de choix de partenaire. Il faut que je choisisse, on l'a déjà compris, un bon pro pour me conseiller. Et en plus, lui, au-delà des garanties, il peut m'offrir du surplus, des services par exemple. Des services, on comprendra, vu du collaborateur, il sera peut-être à salaire égal, plus tenté par un employeur qui propose une meilleure prestation, une meilleure prise en charge, ou un meilleur niveau de garantie, ou la couverture à la famille, ou à l'inverse, restera dans l'entreprise si le niveau est meilleur, encore une fois, à salaire identique. Et il est vrai que là, l'optique, c'est est-ce que je me démarque ou est-ce que je reste dans l'obligation? Alors, pour se démarquer, on a listé comme ça plein de leviers. On va en revoir juste certains ensemble. Par exemple, je dois couvrir tous mes salariés en santé, ça on l'a bien compris. Mais je peux éventuellement, si je le souhaite, faire au moins 2 catégories. Alors ça peut être intéressant en fonction de la démographie, de la structure familiale des salariés que j'ai chez les cadres ou que j'ai chez les non-cadres. Par exemple, si j'ai que des célibataires parce que c'est des jeunes dans une catégorie, je ne vais pas trop me soucier de couverture famille. Si j'ai que des seniors, je vais peut-être chercher des niveaux de garantie plus élevés parce que je peux avoir, par exemple, des traitements chez les spécialistes avec des dépassements d'honoraires. Donc, il faut que je puisse adapter éventuellement par catégorie. Alors, ça peut être donc en fonction de l'âge moyen de ma catégorie. Cela peut être en fonction de la situation de famille. Ont-ils ou non des enfants? Dans ce cas-là, comment je les couvre? Cela peut être en fonction du revenu médian de cette catégorie. Parce que si moi je veux être généreux en prenant une couverture de très haut niveau, mais comme il y a une répartition de la cotisation, si mon salarié a du mal à la payer, puis qu'il est célibataire et qu'il ne voit pas l'intérêt de payer aussi cher parce qu'il est jeune en pleine santé, je ne serai pas au bon niveau. Donc vous voyez, il faut que j'adapte tout cela. Et puis le financement, et ça on le reverra encore ultérieurement, comment je pourrais faire un peu mieux. Donc divers leviers qui s'ouvrent à vous et qu'il est important d'étudier. Et ce levier, effectivement, est important d'étudier encore une fois pour se différencier. On est souvent en contact de nos entreprises. Ce qu'on voit de temps en temps, c'est des cotisations uniques familiales, alors que la majorité des collaborateurs sont célibataires ou entrent dans la vie, ou uniques familiales, alors que la majorité sont collaborateurs n'ont plus d'enfants puisqu'ils ont quitté le foyer depuis un moment. Donc se pencher sur ce système pour pouvoir optimiser sur la démographie de l'entreprise pour optimiser la cotisation, il y a un des éléments qui est important de remettre en cause assez régulièrement. Mais ce n'est pas la seule stratégie de différenciation. Je pense que le niveau de prestation et le niveau de garantie l'est tout autant. Alors tout à fait. Alors vous allez me dire, oui mais ça a un coût ça. Alors c'est vrai, mais du coup il faut choisir quand même le niveau de couverture qui bénéficie à vos salariés, on vient de le dire, qui soit quand même d'un bon niveau. Mais après vous pouvez avoir des salariés qui ont des besoins particuliers parce que dans leur famille, il y a leur conjoint qui suit un traitement spécifique, ils ont besoin de niveaux supplémentaires. Donc là il est important de choisir un partenaire assureur complémentaire qui vous offre des options. Alors, c'est toujours dans le cas de l'entreprise. Vous avez le socle qui est assuré par l'entreprise, mais il faut que chaque salarié, en fonction de ses besoins personnels, familiaux et de ses capacités financières, puisse prendre éventuellement une option supplémentaire pour être couvert vraiment au niveau qui lui correspond. Et là, rassurez-vous, cette option-là,
il va la financer entièrement à titre personnel. Donc ça n'aura pas un coût supplémentaire, mais vous, par le choix subtil que vous aurez fait du bon partenaire, vous y ouvrez cette possibilité-là pour qu'il puisse se couvrir vraiment en fonction de ses besoins et de ceux de sa famille. Donc ça, c'est garantie socle plus option, avec un financement de l'option financé par le salarié. Le premier niveau, c'est le niveau de garantie. Le deuxième, c'est la structure de cotisation. On va y revenir. Le troisième, c'est dans ce levier de différenciation, c'est la participation de l'employeur. Voilà, alors il n'empêche pas que vous avez quand même un atout considérable et qu'il faut le rappeler, parce qu'ils ne le savent pas forcément, c'est que vous en financez au moins la moitié. Donc ça, c'est déjà bien. C'est un minimum. Regardez si votre accord collectif de branche, s'il y en a, ne prévoit pas déjà un financement supérieur. Ça, il faut le respecter. Et vous avez la possibilité de financer un peu plus. Admettons que vous financiez votre complémentaire santé, vous par employeur, à hauteur de 30 €. OK, très bien. Puis vous pouvez dire, mais finalement, je vais la financer un peu plus, je vais mettre 20 € de plus de financement. Si vous disiez à votre salarié, je vous augmente de 20 € par mois, ça ne va pas forcément déjà le faire rêver de suite. Et en plus, c'est 20 € de salaire, ça veut dire que c'est vous 20 € de budget salarial que vous mettez. Mais il va être amputé par les charges patronales, par les charges salariales et pour le salarié par son impôt sur le revenu. Donc au bout du compte, ces 20 € en net de cotisation sociale et d'impôts, ça va être peut-être de 7 à 9 € qui va lui rester pour s'acheter des garanties supérieures. Ça ne vaut pas trop le coup. Alors que ces 20 €, si vous les ajoutez en contribution patronale pour financer un peu mieux, prendre plus en charge sa couverture ou financer des garanties meilleures, vous y rendez un réel service. Et ça, ce financement patronal, il est exonéré de cotisations sociales. Alors, le salarié aura toujours la CSG et CRDS, vous savez, c'est ces fameuses contributions, mais qui touchent tout revenu, les salaires, tout type de revenus. Donc là aussi, il y aura ces contributions, mais ça ne va rien y changer. Mais vous, votre financement va être exonéré des cotisations sociales, patronales et salariales, ce qui permet quand même un avantage considérable et un vrai effet de différence pour un budget mesuré. 20 € de plus, par exemple, déductible, comme vous l'évoquiez, c'est baisser le reste à charge des collaborateurs, soit sur des prestations de spécialistes, de dentaires et ou d'optique, où on sait que ce reste à charge est un optant, donc c'est impactant. Ça va apporter beaucoup plus d'aide, en notre sens, à vos collaborateurs, parce que là, le reste à charge va baisser drastiquement sur des postes qui sont tout aussi importants. L'autre levier, c'est la structure de la cotisation. Alors voilà, là on rentre dans du débat de technicien. Alors, là, il vous faut vraiment un professionnel de l'assurance à côté. Mais c'est vrai que vous avez, en fait, une fois qu'on a vu les garanties, les catégories et tout, comment c'est tarifé? Mais la tarification, elle peut être différente selon l'organisme assureur. Donc il faut bien le regarder. Si j'ai que des célibataires, c'est ce que vous disiez Christophe, et que j'ai mis en place une cotisation qui couvre toute la famille, elle va être plus onéreuse, ce qui est assez logique. Et la majorité de célibataires ne vont pas être très d'accord parce qu'ils vont vous dire on paye trop. Donc c'est pour ça qu'il vous faut vraiment, selon la catégorie, selon la démographie, adapter la cotisation. Et vous avez divers types, des cotisations qui peuvent être prime unique, des cotisations qui peuvent être isolées famille. Vous, employeur, vous pouvez dire, bon, en obligation, c'est de financer une partie de la couverture de mes salariés, mais est-ce que je ne pourrais pas aider? Parce que voilà, ils ont tous des familles à charge, des petits salaires. Est-ce que je ne peux pas justement les aider en bénéficiant de ces avantages fiscaux et sociaux pour participer un peu sur la couverture de la famille? Vous pouvez le faire. Mais dans ce cas-là, il faut savoir que la famille, ce qu'on appelle les ayants droit, là, c'est le terme un peu juridique que vous avez à l'écran, doit être couvert, on va dire, à titre obligatoire. Rassurez-vous, eux aussi, ils ont des dispenses, ils peuvent dire « Ah ben non, moi je suis couvert par mon emploi par ailleurs ». Donc ça, tout ça, ça s'étudie. Et il faut même regarder, mais c'est quoi la famille? Parce que selon l'assureur, la définition de la famille peut être différente. Vous pouvez avoir un assureur qui vous propose des tarifs famille qui ne vous semblent pas chers, mais la famille, lui, ça sera que l'enfant jusqu'à 20 ans et encore s'il poursuit les études. Alors qu'un autre pourra vous dire, ah non, moi je les couvre jusqu'à 25 ans, voire un peu plus. Donc vous voyez, c'est toutes ces subtilités-là qu'il faut bien analyser pour avoir le bon tarif et pour avoir un niveau de garantie qui réponde vraiment aux besoins de vos équipes. Il y a le réglementaire, la DUE, il y a pour en faire un levier, ça c'est pour se mettre en conformité, il y a éventuellement jouer sur
Le niveau de tarification, est-ce qu'il est adapté à la typologie de mes salariés? Est-ce qu'ils sont célibataires? Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils sont en famille? Il y a le niveau de garantie, il y a le niveau de prise en charge. Tout ça nous amène dans ce fameux labyrinthe en disant mais effectivement comment je peux aller. Cela démontre aussi qu'on ne peut pas faire ça sur le net, à distance, qu'on peut encore moins le déléguer à une personne tiers, à l'entreprise en disant mets-nous en conformité. C'est un vrai acte d'entrepreneur pour en faire une stratégie de différenciation. Il faut vraiment prendre le temps de se poser. De temps en temps, pas tous les jours, on a autre chose à faire, mais pour nous assurer que tout se passe bien et qu'on a bien optimisé notre régime, de faire de cette contrainte une opportunité. Mais je pense qu'en 2025, une fois qu'on a ça, ce ne sera pas suffisant. Il faudra aussi qu'on s'assure que l'ensemble des organismes ou l'organisme que nous avons choisi, en l'occurrence ProBTP, a aussi des services de différenciation qui nous permettront d'assurer à l'ensemble des collaborateurs d'être remboursés vite, et simple, et facilitateur de vie. Facilitateur de vie, c'est éventuellement la possibilité de faire la téléconsultation médicale. À 1 heure, on entend tous que les urgences et autres sont engorgées. Vous n'allez pas aux urgences, vous n'appelez pas votre médecin le dimanche soir, vous faites, à partir de notre application, une téléconsultation qui va éventuellement vous réorienter soit sur les urgences, soit vous délivrer une prescription, vous n'aurez plus qu'à aller à la pharmacie. Mais avoir aussi accès à un réseau de soins où on sait que le reste à charge est important sur le dentaire et l'optique, c'est d'aller chez des opticiens ou des dentistes qui travaillent en partenariat avec nous et qui peuvent là vous proposer des solutions de qualité à moindre coût, mais aussi de faire jouer l'ensemble des services d'assistance, la garde d'enfants en cas d'hospitalisation, l'aide à ménagère, voire le portage de repas. Donc tout ça pour que ça aille très vite, très simple, qui soit fait éventuellement en ligne à partir de votre smartphone. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible avec ProBTP notamment. Mais aller au-delà, c'est tous les services de prévention qui nous permettront de maintenir vos collaborateurs en bonne santé le plus longtemps possible pour augmenter le présentéisme. Et ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Merci pour ça. C'est vrai que c'est extrêmement important. D'autant plus important. Vous mettez en place un système et puis si votre salarié a des soucis de gestion derrière, qu'il est mal remboursé pas rapidement et qu'il n'a pas toutes les aides dont il a entendu parler, donc ça c'est très important de choisir le bon acteur, le bon professionnel qui peut vous l'apporter. L'entrepreneur a autre chose à faire que de gérer l'inefficience ou de son assureur. On a abordé la complémentaire santé. Autre labyrinthe, la prévoyance complémentaire. Alors c'est là en plus où on vous disait que c'est plus méconnu et pourtant c'est là les risques les plus lourds. Alors comme ce sont les risques les plus lourds, le décès, l'invalidité, l'incapacité, dans la majorité des cas, vous avez les partenaires sociaux des branches professionnelles qui ont négocié des accords, plus souvent qu'en santé complémentaire. Mais c'était important parce que autant la santé c'est obligatoire, complémentaire dans toutes les entreprises, autant la prévoyance, elle n'a pas encore été généralisée dans toutes les entreprises. Alors dans les secteurs dans lesquels vous êtes, et c'est ce que vous me disiez Christophe, le bâtiment, la construction, il y a les partenaires sociaux qui ont négocié des accords de branche en prévoyance complémentaire. Là, la priorité, c'est les respecter. Donc là, il faut que vous choisissiez un organisme qui, en contrat, vous propose quelque chose qui soit parfaitement conforme à vos obligations conventionnelles. Sur ces risques lourds très importants, là, c'est vraiment indispensable. Vous pouvez être ensuite dans des secteurs où il y a eu un accord, mais qui n'est pas assez précis ou que vous trouvez pas suffisant, au moins pour certaines catégories, pour leur assurer un bon niveau de protection. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien prendre la main et l'améliorer. Ça, c'est tout à fait possible, en respectant le formalisme dont on a déjà un peu parlé pour la santé. C'est les mêmes choses, les décisions unilatérales de l'employeur. Et là, vous pouvez avoir des aides en la matière. Il reste des branches où vous n'avez encore aucun régime de prévoyance complémentaire qui a été négocié. Et là, il est vraiment indispensable de recevoir un bon conseiller pour mettre en place les garanties parce qu'on voit que le régime de base donne des prestations très très faibles. Donc ça, c'est extrêmement important de mettre en place le bon régime et de suivre les évolutions parce qu'un accord de branche négocié par des partenaires sociaux, il négocie en permanence, donc ça peut évoluer. Donc il ne faut pas que vous soyez conforme à un instant T et que quelque temps après, suite à une négociation, votre contrat ne sera pas mis à jour. Donc là, choisissez vraiment un acteur professionnel pour vous proposer le bon contrat. Parce que l'accord s'impose à l'employeur. Exactement. C'est le minimum. Alors, quelles sont les obligations pour nos entrepreneurs ? Alors, les obligations, c'est de respecter le minimum conventionnel, ça on vient de le voir, et ces obligations,
en prévoyance lourde, elles sont en général différentes par catégorie de personnel. Il arrive très fréquemment que vous ayez un régime pour les cadres. Là, de toute façon, c'est une obligation interprofessionnelle, nous l'avons toujours. Mais la branche peut rajouter des éléments pour la couverture des cadres. Pour les non-cadres, vous avez des accords de branche. Et là, contrairement à la santé, où on vous disait, soit j'ai les cadres d'un côté, soit j'ai les non-cadres de l'autre, c'est tout, je ne peux pas faire plus de catégories. En prévoyance dite lourde, pour les risques lourds, je peux avoir des garanties qui s'adaptent vraiment aux besoins des équipes de salariés. Par exemple, je peux avoir un régime d'incapacité, d'invalidité spécifique pour les ouvriers, différent de la couverture que je peux avoir pour les employés plus administratifs. Ça peut être permis en fonction de la classification qu'il y a dans l'entreprise pour que ce soit vraiment adapté. Et vous-même, vous pouvez décider d'appliquer un accord qui est uniforme pour tout le monde, mais vous dites non, pour telle catégorie, je veux l'améliorer. Parce que vraiment, ils prennent plus de risques et vu leur situation, leur salaire, s'ils se trompent en arrêt de travail, il faut vraiment qu'ils aient un bon complément. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire par catégorie plus fine. On peut le faire par catégorie plus fine. Je pense qu'on peut le faire aussi en activant d'autres leviers, peut-être au niveau des garanties. Alors tout à fait. Vous pouvez le faire en ayant des garanties plus avantageuses, parce que vous trouvez qu'ils sont couverts à hauteur de 70% du salaire, vous voulez monter à 85% parce que il vous semble que c'est mieux, il n'y a pas de rente éducation alors qu'ils ont la plupart des enfants en bas âge, vous pouvez le voir. Ce qu'il faut bien leur rappeler, expliquer là clairement à vos salariés, c'est que sur la prévoyance dite lourde, à titre personnel, ils n'y arriveraient pas à avoir des garanties d'aussi bon niveau. Une complémentaire santé, si je suis jeune et en bonne santé, je n'aurai pas de souci pour en trouver une. Pour me couvrir sur ces risques d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès, c'est beaucoup plus complexe à titre individuel. Et là, l'entreprise, vous leur offrez en plus un coût mutualisé. C'est-à-dire que quel que soit l'âge, ils vont être couverts. Et le coût ne va pas augmenter, comme quand c'est sur de l'individuel, en fonction de l'avancée en âge. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur. Et c'est sans discrimination. Ils sont assurés. Au fil des ans, leur santé vient à décliner. Pour autant, ils sont couverts de la même façon que l'intégralité du collège. Et si jamais ils arrivent en fin de CDD ou vous devez procéder à un licenciement, vous avez même une subtilité de par ces régimes d'entreprise, et pour la santé c'est pareil, que l'on appelle la portabilité, ils ont un maintien gratuit, sans avoir à payer, pendant quelques temps, et d'autant plus important plus dans le bâtiment, de ces garanties. Donc, on peut jouer sur l'ensemble de ces leviers, ça peut être des garanties plus avantageuses en termes de prestations, par exemple apporter 80% du salaire au lieu de 60%, ou intervenir plus vite. Donc, si l'accord de branche nous dit vous intervenez, vous couvrez le salaire à partir du 90e jour d'arrêt, on peut intervenir à partir du 3e, du 15e ou du 30e jour, ce qui fait que notre collaborateur a cette continuité dans le maintien du salaire. C'est aussi des services différenciants qui sont tout aussi importants. Donc, ceci nous permet d'optimiser la stratégie RH, peut-être quelques exemples. Alors effectivement, la stratégie RH, et vous avez bien fait, là, Christophe, de rebondir sur ces histoires de franchise, ça c'est très important, puisque vous avez des accords de branche qui laissent un délai avant d'avoir les couvertures. Donc pendant ce délai-là, il y a une vraie perte de revenus pour le salarié, d'où un mécontentement, des difficultés en interne. Donc le fait de dire, écoutez, moi je démarre ma protection plus tôt, c'est effectivement très, très important d'y penser. Ça vous évite en plus des soucis, des contentieux ou au moins des critiques en interne, donc c'est extrêmement important. Mais ensuite, et c'est ce que l'on disait, en fonction du collège, vous pouvez essayer d'avoir des garanties supplémentaires qui s'adaptent. Si vous avez des cadres un peu seniors dont les conjoints n'ont pas vraiment travaillé, vous pouvez mettre en place une rente de conjoint. Si en revanche c'est des populations jeunes, on a vu, on peut mettre plutôt en place une rente éducation. Il faut voir aussi comment est construite cette rente éducation, quels sont les enfants qu'elle couvre, sous quelles conditions. Là, il faut qu'un conseiller vous aide. Vous pouvez aussi décider, toujours pareil, de financer un peu mieux. Peut-être que voilà, pour une population de cadres, vous allez dire je prends des garanties meilleures ou supplémentaires, mais là on fait un financement 50-50 ou 60-40. Pour des non-cadres, vous allez dire oui, mais finalement ça leur coûte cher, donc si j'améliore les garanties, peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir suivre, parce que s'il y a un partage de financement, pour eux, un peu dans la même logique que celle que l'on a abordée pour la santé, je vais améliorer la part de financement. J'étais tenue d'en financer 60%, je vais financer à hauteur de 70%.
Et toujours pareil, cette cotisation patronale supplémentaire bénéficie, dans des conditions et limites que les conseillers pro-BTP vous expliqueront, mais qui sont assez larges, d'un cadre social très avantageux d'exonération de cotisations sociales. Donc on voit qu'on a là aussi des leviers pour optimiser ces obligations et en faire un outil qui nous permettront de mieux assurer, mieux valoriser, mieux accompagner nos équipes. Avant-dernier aspect, l'épargne salariale, sur un sujet qui est encore d'actualité brûlante, si j'ose dire, notamment comment ça peut nous aider à préparer un peu mieux la retraite complémentaire ou nos retraites. Alors là, effectivement, en plus, là, vos équipes, elles sont assez sensibilisées sur les questions retraite. Et alors, face à ça, il y a pas mal de dispositifs. Et ces dispositifs, là, pour le coup, en général, ils sont facultatifs. Donc, vous, dans l'entreprise, vous pouvez les mettre en place ou non. Et parfois, la branche vous aide, d'ailleurs. Je vois le premier dispositif que vous avez sur l'écran, ce sont les accords d'intéressement. Et dans le bâtiment, c'est ça, Christophe, je crois que la branche a négocié voilà, un accord d'intéressement. Donc, ça vous facilite la mise en place au niveau de l'entreprise. Alors, l'intéressement, c'est une solution. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais fixer des objectifs atteignables, si possible, ou difficilement atteignables, si je veux bien booster et dynamiser les équipes. Donc ça, c'est un côté un peu challenge, si je veux motiver mon personnel. Je peux le mettre en place. J'ai un autre système que l'on appelle la participation. Alors, je vous disais, ces dispositifs sont en général facultatifs. La participation, elle est obligatoire si vous avez au moins 50 salariés. Donc ça, c'est une règle un peu différente, on va dire un peu une règle comptable. Vous avez une formule qui dit, ben voilà, quand vous dégagez tel résultat, il y a une partie qui doit revenir sous forme de prime à vos salariés. Vous avez après des dispositifs vraiment d'épargne qui peuvent être à moyen terme, le plan d'épargne entreprise. Donc ça veut dire que les sommes que le salarié met dedans sont bloquées sur 5 ans, enfin, j'ai des cas de déblocage anticipé. Et le produit, on va dire, un peu phare et utile pour préparer sa retraite, et très souple, qui a beaucoup d'avantages, c'est le plan d'épargne retraite collectif qui permet en fait de placer des sommes de façon souple, vous, entreprise, d'abonder de façon souple, et ça permet de préparer la retraite. Donc tout ça, ça vous aide à sensibiliser les salariés à l'intérêt d'épargner, soit pour quelques coups durs, soit pour la retraite, et surtout, valorisez, votre aide de l'entreprise. On parlait du PERCO. Le PERECO, vous mettez en place au sein de l'entreprise un plan en demandant l'aide des conseillers pour respecter le formalisme. Et votre salarié dit, moi je mets 100 €. Et vous pouvez, on dit abonder, c'est-à-dire que vous contribuez, vous rajoutez 10 €. Mais c'est énorme. Il n'y a aucun rendement de 10% aujourd'hui. 10% aujourd'hui en placement, vous n'en trouvez pas. Et vous, même si après le placement, il le fait, votre salarié, sur des fonds assez sécurisés, parce qu'il n'ose pas aller sur des actions trop dynamiques, déjà, de par votre participation, vous lui offrez un rendement extrêmement important. Donc ça, il faut bien le lui mettre en lumière, il faut bien l'informer dessus. C'est un atout extrêmement important que vous lui offrez. Et puis, vous pouvez l'aider. Certains n'osent pas se lancer justement sur l'investissement financier. Mais vous êtes le chef d'entreprise, vous souscrivez auprès d'un partenaire sérieux qui a derrière des gestionnaires de fonds sérieux, donc vous sécurisez quand même l'ensemble. Et puis, vous l'accompagnez au moment clé de la vie, justement lors de l'embauche. C'est vraiment un argument que vous pouvez mettre en avant. Vous savez, maintenant, de plus en plus, les salariés, ils vous demandent le salaire, ça c'est sûr. Ça, ils le faisaient déjà avant. Mais de plus en plus, ils vous interrogent, vous avez dû vous en rendre compte, sur tous les avantages annexes. La santé, la prévoyance, ils ne savent pas forcément, mais sachez leur en parler. Et de plus en plus, l'intéressement, voilà, ça devient tous ces dispositifs-là. Tout à fait. Donc ça, c'est extrêmement important de mettre ces points-là en avant. Qui repose sur une mise en place facultative. Le versement de l'entreprise est toujours conditionné, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le résultat de la participation. Et bonne nouvelle, c'est que les dirigeants, même non salariés, sont éligibles à ce dispositif. Donc, si on le met en place pour son entreprise, c'est aussi valable pour l'entrepreneur. Pour le dirigeant. Et quel que soit votre statut. Si vous avez un statut, on va dire, d'assimilé salarié, puisque vous êtes gérant minoritaire, ou vous êtes DG de votre SA, vous pouvez en bénéficier. Mais même si vous avez un statut
social, on va dire, d'indépendant, un gérant majoritaire par exemple, vous pouvez en bénéficier. Il y a une condition, c'est avoir au moins un salarié et moins de 250, mais vous pouvez bénéficier, ça c'est extrêmement important, de ces avantages-là. Donc effectivement, comme votre salarié, quand il fait un versement, vous, entreprise, vous lui donnez un abondement, mais pour vous-même, hein, vous faites un versement, vous avez un abondement. Votre versement, il est déductible et en plus dans un cadre fiscal très avantageux, n'est-ce pas Christophe? On peut faire autant en puisant dans le disponible fiscal, qui est toujours au dos de l'attestation fiscale et la déclaration d'impôt sur le montant que nous pouvons déduire. On peut le mettre dans le PERECO ou dans l'enveloppe Matelin. Nous proposons les deux. Donc, tout va bien. Voilà, donc là, et c'est un avantage fiscal extrêmement important. Hein, donc ça étudiez-le, c'est quand même bon à savoir. Alors, on vous disait avec Christophe que tous ces dispositifs d'épargne salariale, c'est facultatif. Si ce n'est que là, vous avez une obligation pour les entreprises, à condition que vous ayez au moins 11 salariés et moins de 50, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Ça, c'est... la loi de partage de la valeur, justement, qui l'a imposé. C'est du moment quand même que vous avez du bénéfice. Hein, il faut avoir au moins un bénéfice net fiscal de 1% sur 3 années licentes. Et là, vous devez distribuer la valeur d'une façon ou d'une autre. Alors, comment vous pouvez le faire? Vous pouvez mettre en place un accord d'intéressement, un accord de participation. Vous pouvez distribuer les fameuses PPV, primes de partage de la valeur. Mais on l'a vu en tout début, que ça avait parfois un peu perdu de son intérêt avec l'intégration de la réduction générale des cotisations patronales. Et enfin, le plus simple, le plus souple, je mets en place un PE ou un PERECO, j'abonde, et en plus, cet abondement, il est souple, hein, on peut y revenir dessus. Il est souple, et comparé à une prime, c'est beaucoup plus efficace, notamment. On verra ça tout à l'heure. Alors, effectivement, on va le voir tout à l'heure, mais on insiste un peu sur le PERECO parce que ça, voilà, ça c'était la loi Pacte qui avait été lancée, ça c'était quand même une bonne idée. Ces nouveaux plans d'épargne pour la retraite, ça a des atouts. Même si vous avez en place les autres dispositifs, là, on vous a fait un petit schéma pour vous dire, ben voilà, si vous avez la participation ou l'intéressement, le salarié qui va récupérer de suite sa prime d'intéressement, il est content, mais il est fiscalisé dessus. Si vous y avez ouvert à côté un PERECO, il la place dessus, et du coup, c'est défiscalisé, il n'est pas imposé sur ce versement qu'il a fait sur le PERECO. Et en plus, il peut bénéficier de l'abondement. La fameuse PPV, elle n'est pas si négative que ça. Mais si vous avez une entreprise de plus de 50 salariés ou s'il touche plus de 3 SMIC, elle est fiscalisée. Le salarié la met sur le PERECO, elle est défiscalisée. Donc ça, c'est une enveloppe qui est vraiment intéressante. Et cet abondement, il est libre, il est modifiable, il est révisable. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, la santé et la prévoyance, il faut que je respecte mes obligations, mais je fais du plus, je peux aussi y revenir dessus. Tous ces dispositifs qu'on a vus, on peut les adapter. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon conseiller qui vous suive pour toujours adapter. Et là, j'en reviens donc sur mon PERECO qui est à l'écran, le versement que le salarié fait, il est déductible fiscalement. Donc ça va l'intéresser. Et le dernier exemple qui est le plus parlant, donc là je vous laisse la main Christophe pour démontrer toute la pertinence du bon choix. C'est effectivement, si je souhaite valoriser ou retenir un collaborateur, le premier réflexe c'est la prime. Et cette prime, on voit, et vous le savez mieux que nous, à partir du moment où nous lui versons 1 000 €, il va lui en revenir, après déduction des charges, des impôts, en moyenne 362 €. Si on prend le dispositif du versement de cette prime dans un dispositif d'épargne salariale, il va lui en rester, in fine, 895 €. Donc on voit que le gap pour nos collaborateurs, pour vos collaborateurs, est beaucoup plus important que si on lui avait versé une prime classique. Sachant que, comme nous l'expliquions tout à l'heure, dans un dispositif d'intéressement, le collaborateur peut faire le choix de la prime ou de la placer dans le PE. Donc il choisira in fine. Donc c'est un dispositif qui reste très intéressant. Merci Magali pour toutes ces Avec plaisir, merci à vous. positions. Donc, retenons qu'effectivement, la protection sociale, la complémentaire santé et la prévoyance sur l'épargne salariale, c'est un vrai labyrinthe et que les entrepreneurs courent souvent après le temps pour pouvoir se retrouver. Ça tombe bien dans ce labyrinthe. Nous sommes un groupe de protection sociale, nous sommes un GPS et nous sommes là effectivement pour vous accompagner. Et donc, quelles sont nos propositions de valeur ? Le premier, c'est des éléments différenciants dans un groupe de protection sociale. C'est tous nos dispositifs d'action sociale qui vont vous permettre d'accompagner vos collaborateurs, voire vous-même, en cas de coup dur. Santé, famille, logement, ça peut être sous condition de ressources, la prise en charge de dépenses de santé qui n'avaient pas été anticipées ou qui sont importantes, de l'aide au logement ou de l'aide aux familles.
Les soutiens aux salariés et aux retraités du BTP et aussi nos engagements solidaires et paritaires. C'est par exemple aider vos salariés qui sont en cas de perte d'autonomie jusqu'à l'aménagement de leur domicile, aider vos salariés qui sont aidants pour qu'ils puissent avoir ce droit au repos et qu'on puisse effectivement les accompagner aussi dans ce dispositif. Vous aider à recruter des apprentis, des alternants avec pas mal de dispositifs d'aide financière notamment. Et puis, continuer à accompagner vos collaborateurs, faire face aux difficultés imprévues de la vie et préparer le départ à la retraite. C'est notamment important pour que ça se passe bien. Ce n'est pas tout, ça va être aussi proposer des tarifs préférentiels dans nos centres de vacances, avec moins 20% sur le tarif public, notamment pour les salariés artisans et retraités du BTP. Et en plus, si vous êtes ouvrier, on va cumuler avec 8% supplémentaires à la réservation, tout en sachant que les séjours pour les enfants de moins de 15 ans sont gratuits. Donc c'est quand même un sacré avantage de proposer à vos collaborateurs de partir en vacances dans des centres de vacances de ProBTP où ils vont retrouver d'autres collaborateurs du BTP. Il y a quand même une bonne ambiance dans ces centres de vacances à un tarif qui défie toute concurrence. Et enfin, notre troisième valeur, c'est la proximité. Nous avons aujourd'hui plus de 155 commerciaux conseillers itinérants, 80 télévendeurs qui sont à votre disposition et 177 conseillers particuliers dans notre réseau d'agences. Et nous avons conservé, nous sommes fiers de ça, notre réseau d'agences dédié au secteur du BTP avec 16 agences métropoles et 62 agences de proximité qui sont à votre service, ce afin de continuer à assurer une proximité avec vous et personnalisée. Donc, on a vu, je vous invite à vous rapprocher des équipes pour pouvoir effectivement avoir ce conseil, vous retrouver dans ce labyrinthe. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup d'aspects réglementaires, de minima à utiliser. C'est un vrai labyrinthe. N'hésitez pas à se rapprocher de nos équipes qui sont de vrais spécialistes et qui sauront vous y guider. En tout cas, je vous remercie, Magali. Merci à vous. Merci. Et merci à vous d'avoir participé à cette réunion. Pour cette participation.